Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission! L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission spéciale dans le cadre du 10e anniversaire de CEMA TV. Aujourd'hui, en ce mercredi du 3 août, on va se rappeler l'année 2019. Donc, d'abord, dans quelques instants, on va vous présenter un bulletin de nouvelles qui va vous donner toutes les grandes actualités, du moins les principales qui se sont déroulées en 2019 dans notre région. Et comme entrevue, comme on n'a pas de chronique culturelle aujourd'hui, eh bien, on a reçu au cours de ces 10 années, entre autres, M. Andrew Scheer, qui était le chef du Parti conservateur du Canada au 30 mai 2019. Et également, dans l'entrevue du jour, on recevra le cardinal Cyprien Lacroix, qu'on a reçu le 21 février 2018. Donc, c'est ce qu'on vous propose comme menu dans le cadre du 10e anniversaire de CEMA TV. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. C'est avec une grande fierté que CEMA TV Affichage Extérieur a officiellement mis en fonction ses nouveaux panneaux d'affichage numérique à contenu commercial. En effet, situé sur le boulevard Taché à Montmagny depuis le 8 février, l'un à l'intersection du chemin des Poiriers et l'autre à la hauteur de l'avenue de la Fabrique, les panneaux ont des superficies respectives de 48 et 26 pieds carrés et offrent aux commerçants de Montmagny une nouvelle tribune pour mettre en valeur leurs produits et services. Même si ces panneaux sont à la fine pointe de la technologie, ils demeurent très abordables pour une entreprise qui désire s'y afficher. Au mois, à la semaine, sur une seule ou sur l'ensemble des faces disponibles, soit 3 faces, plusieurs forfaits ont été imaginés. Pour seulement 150 $ par semaine, il est donc possible pour un commerçant que son message soit vu par plus de 1300 ou plus de 1300 fois par semaine. Rappelons que cela faisait plus de 5 ans que les promoteurs, messieurs Michel et Alexandre Montminy, avaient ce projet d'affichage en tête. Ce n'est toutefois qu'au printemps dernier que la Ville de Montmagny a accepté de modifier sa réglementation afin de permettre ce type d'affichage hors site dans la capitale de Loi-Blanche. Il faut dire que sur les plans de la sécurité, de l'esthétisme, de l'emplacement et du fonctionnement, le projet répondait entièrement aux exigences formulées par l'administration municipale, ce qui en fait inéluctablement un partenariat gagnant-gagnant. C'est lundi prochain que le restaurant Bel Air sera détruit afin d'y construire un immeuble à 2 étages qui logera dans ses murs une clinique médicale ainsi qu'une pharmacie. La nouvelle était dans l'air depuis plusieurs mois déjà dans la capitale de Loi-Blanche, mais celle-ci a été confirmée mercredi midi à CEMA TV Nouvelles par le promoteur du projet, en l'occurrence l'homme d'affaires bien connu dans la région, M. Richard Guimond. C'est par ailleurs la clinique médicale de Montmagny, située sur l'avenue de la Fabrique, qui y déménagera, en plus d'y voir apparaître un Uniprix du groupe Daniel Lachance. Selon le pharmacien contacté par CEMA TV Nouvelles, la pharmacie Uniprix située aux Galeries Montmagny demeurera ouverte jusqu'en 2022 en raison d'un contrat de location.
Cependant, avec un minimum d'inventaire puisque le rayon des cosmétiques déménagera dans le nouveau bâtiment où tous les services pharmaceutiques y seront offerts. Il y aura donc 2 bannières Uniprix à Montmagny jusqu'à la fin du bail avec le centre commercial Magny-Montois. Si les plans sont suivis sans embûche, la clinique médicale de Montmagny et la nouvelle pharmacie Uniprix pourront recevoir leurs clients et patients au début de novembre prochain. Sans vouloir préciser le coût total du projet, Richard Guimond a néanmoins révélé à CMA-TV Nouvelles qu'il s'agit d'un projet évalué à plusieurs millions de dollars. Rappelons que le restaurant Bel-Air a été fondé au début des années 1950 par M. Benoît Morin. En 1966, Mme Julienne de Labrec et son époux, M. Pierre Fournier, louent le commerce avant de s'en porter acquéreur 4 ans plus tard. À la fin des années 90, leur fils Éric se joint à l'entreprise familiale. Fait à noter, entre 1970 et 2000, le restaurant Bel-Air était le service de terminus et de halte bouffe pour les passagers des autobus voyageurs et Orléans Express qui transitaient par Montmagny. Pendant toutes ces années, au fil des travaux d'agrandissement, de réaménagement et de rénovation, le restaurant Bel-Air a su demeurer un endroit apprécié des citoyens de la région, de jour comme de nuit. Connu et reconnu un peu partout dans la province, le restaurant Bel-Air aura donc marqué, à sa façon, l'histoire économique de la ville de Montmagny. La ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, a inauguré mercredi, au nom de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, le nouveau service d'imagerie par résonance magnétique de l'hôpital de Montmagny. Le nouveau service représente un investissement global de près de 5,4 millions de dollars, notamment pour financer la construction des nouveaux locaux et l'achat de l'appareil d'IRM. Ce dernier devient le 4e à être disponible sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, après ceux de l'Hôtel-Dieu de Lévis, de l'hôpital de Thetford Mines et de l'hôpital de Saint-Georges. Cet ajout de service permettra d'améliorer l'accès aux examens d'IRM pour les usagers du secteur de Montmagny et de l'ensemble de la région, en réduisant le nombre de patients en attente et en diminuant les délais. Les patients en cancérologie pourront également bénéficier de ce service à proximité de leur domicile, évitant ainsi d'avoir à se rendre à Lévis ou au CHU de Québec. Je suis très heureuse de voir ainsi s'implanter ce service qui profitera à tous les gens de la région et tout particulièrement aux personnes qui devaient se déplacer à l'extérieur pour recevoir ce service essentiel. Cette annonce démontre que nous avons à cœur de bien répartir l'accès aux services sur tout le territoire québécois et précisément là où les besoins sont les plus présents, notamment en regard des enjeux d'ordre géographique, comme c'est le cas pour notre communauté. Nous investissons dans les services de proximité, a expliqué la ministre Proulx. Rappelons que l'ex-député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, et son équipe avaient travaillé d'arrache-pied afin de faire financer le projet par le gouvernement libéral de l'époque, ce qu'ils avaient réussi avec brio. Le financement du projet avait ainsi reçu le soutien du ministère de la Santé et des Services sociaux à la hauteur d'environ 3,3 millions de dollars. La Fondation de l'hôpital de Montmagny avait, pour sa part, apporté une contribution de l'ordre de 1 750 000 dollars assumés par l'établissement à même ses enveloppes budgétaires. Le service d'IRM, qui fait l'objet d'une implantation graduelle depuis le début de juin, sera pleinement fonctionnel dès la mi de juillet, 2 jours, 7 jours par semaine. Suite à la lettre de la Chambre de commerce locale envoyée au maire de Montmagny concernant l'appui de la communauté d'affaires s'étant prononcée à 87 % en faveur d'une demande à la Ville pour la tenue d'un référendum au sujet du projet du pavillon multifonctionnel de Place des Migrations, et également suite au récent texte de la journaliste de l'hebdomadaire Loi Blanche, Marie-Ève Picard, concernant la dite lettre, CMA-TV Nouvelles a demandé au maire de Montmagny, Rémi Langevin,
ce qu'il pensait de cette situation polémique. D'entrée de jeu, le premier citoyen de Montmagny a exprimé son désaccord sur le libellé de la question qui a été posée aux membres de la Chambre de commerce qui est « Pensez-vous que la Chambre de commerce de Montmagny devrait prendre position et insister auprès de la Ville afin qu'un référendum public soit tenu à l'égard du projet controversé du Centre des migrations? » Selon ce dernier, cette question est biaisée, puisqu'elle oriente la réponse et de surcroît, le maire considère qu'il y a beau avoir 87 % des gens d'affaires de la Chambre de commerce qui ont été consultés, il n'en demeure pas moins, toujours selon le maire, que la lettre ne ventile aucunement le pourcentage exprimé, de sorte qu'on ne connaît pas précisément le nombre d'individus qui ont répondu aux 10 sondages internes de la Chambre de commerce. Question de transparence, la Chambre de commerce de Montmagny n'a pas de leçon à donner, car le décompte est important. La Ville et la Société de développement économique de Montmagny ont dit non. Alors, selon mon calcul, ils sont possiblement moins d'une quinzaine à avoir voté, a dit M. Langevin. Contacté par CMA-TV Nouvelles concernant les chiffres exacts de la consultation de la Chambre de commerce de Montmagny auprès de ses membres, le président Frédéric Corriveau a affirmé que ce sont 125 membres sur 200 qui ont donné leur avis sur la question posée, ce qui est loin du nombre avancé par M. Langevin. Pour ce qui est de savoir si le projet du pavillon multifonctionnel du Centre des migrations est le projet numéro 1 à réaliser sur notre territoire, comme l'a exprimé M. Corriveau dans sa lettre, le maire de la capitale de Louis-Blanche a réaffirmé que l'actuel projet n'empêchera pas la concrétisation, dans un avenir rapproché, d'un centre sportif sur le territoire, comme souhaité par la Chambre de commerce locale, mais que ce projet devra inéluctablement se faire en collaboration avec les acteurs du milieu concernés, ainsi qu'avec la participation financière de Québec, puisque la Ville, selon M. Langevin, n'a pas les reins assez solides pour mener seule la réalisation de cette infrastructure sportive de qualité. J'ai demandé et initié une rencontre pour créer le groupe de travail pour le centre multifonctionnel, Commission scolaire de la Côte-du-Sud, MRC, Chambre de commerce, la Ville. Nous travaillons donc présentement ensemble sur ce projet. Je ne comprends d'ailleurs pas leur position, a dit Rémi Langevin, avant d'ajouter que la Chambre de commerce de Montmagny fait de la politique. Mais le rendez-vous, si elle veut présenter un candidat, est en novembre 2021. Nous sommes très légitimés de travailler ce dossier, entre autres inscrit dans mon programme électoral de la dernière campagne municipale. La Chambre de commerce de Montmagny va-t-elle vouloir imposer nos priorités de travaux en immobilisation dans le futur? s'est questionné le maire. Concernant maintenant les insinuations de climat de peur avancées par Frédéric Corriveau et rapportées par Louis-Blanche, voulant que les gens aient peur de parler et auraient également peur d'aller signer le registre aujourd'hui le 16 décembre, puisque ceux-ci craindraient des représailles de la part de la Ville, notamment en appréhendant pour certains de se faire couper des subventions, le maire Langevin a tout simplement balayé ces accusations du revers de la main en insistant sur le fait qu'il avait demandé aux élus et au personnel administratif de ne pas faire circuler le futur registre, et ce, afin que le processus démocratique soit totalement transparent et respecté. Ce qui donne tout de même le droit aux citoyens de feuilleter le futur document avec une demande légale d'accès à l'information. En somme, pour le maire, il est totalement hors de question pour lui de se servir d'un document issu de la démocratie municipale afin de faire pression sur quiconque. De plus, il n'a jamais été question pour lui d'user de représailles envers des individus ou des organismes qui se servent des outils démocratiques pour faire valoir leurs points. Le maire a par ailleurs assuré qu'il y aura plusieurs travailleurs d'élection issus de l'appareil municipal à l'Hôtel de Ville pour le lundi 16 décembre et que tous les gens qui se présenteront pour signer le registre pourront le faire facilement et en toute sécurité, comme dans une élection normale, et ce, à condition, bien entendu, de s'identifier.
De 8 à 10 personnes du personnel administratif de la Ville travailleront en ce jour de tenue de registre afin que les Magny-Montois souhaitant un référendum sur la question puissent signer, comme le prévoit la loi, a indiqué le maire de Montmagny, Rémi Langevin. Le Havre des femmes offre des services avec ou sans hébergement pour toutes les femmes. Peu importe votre âge, origine, profession, identité de genre, orientation sexuelle ou statut migratoire. Appelle-nous ou écris-nous. Tu nous dérangeras jamais. 418-247-7622. Un nouveau nom, une nouvelle vocation. Les économies du centre-ville. Votre dépanneur du centre-ville au 9 Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny devient les économies du centre-ville. Loterie, tabac, produits d'épicerie, enfin, tout ce que vous désirez d'une épicerie qui porte le nom Économie du centre-ville. On vous attend. Les nouvelles du sport. Une présentation de votre Canadian Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Votre Canadian Tire Montmagny vous offre un inventaire complet pour votre magasinage. De plus, retrouvez un immense choix de produits pour votre animal de compagnie. Votre Canadian Tire à Montmagny, la place par excellence pour magasiner à Montmagny. Côté sport, bonne nouvelle pour le capinacien Julien Hébert, puisque celui-ci a été sélectionné le premier choix de la 3e ronde, 37e, par les Wildcats de Moncton, lors du dernier repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et qui avait lieu samedi dernier au Centre Vidéotron de Québec. L'attaquant de 15 ans, 5 pieds 11 pouces, 170 livres, a évolué au cours de la dernière saison pour les Chevaliers de Lévis dans la Ligue Midget 3A du Québec. Ce dernier a été en progression constante tout au cours de la saison et a su démontrer de belles qualités offensives qui ont bien entendu attiré l'œil de différents dépisteurs de la Ligue. Par ailleurs, lors du dernier défi d'excellence Gatorade de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il a terminé 3e pointeur avec une fiche de 9 points en 5 matchs. Julien Hébert est présentement en excellente condition physique et va faire tout ce qui est en son pouvoir afin de se tailler une place chez les Wildcats de Moncton. Sinon, l'attaquant reviendra jouer une autre saison Midget 3A avec les Chevaliers de Lévis. Rappelons que la Ligue de hockey junior majeur du Québec est composée de 18 équipes, soit 12 équipes au Québec et 6 dans les Maritimes. Le repêchage est d'ailleurs composé de 14 rondes, de 18 choix pour un total de 252 joueurs repêchés au Québec et dans les Maritimes, principalement des joueurs ayant évolué dans les ligues Midget 3A respectives des provinces ou d'autres différentes ligues. Les nouvelles du sport. Une présentation de votre Canadian Tire Montmagny, le magasin le plus complet de la région. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Le club de golf Montmagny est un superbe terrain de golf avec son panorama donnant directement sur le majestueux fleuve Saint-Laurent. Son parcours de 18 trous en normale 72 a de quoi donner des maux de tête même aux habitués de ce sport. D'une distance de 6400 verges, le club de golf Montmagny mettra à profit l'ensemble des bâtons dont vous disposez. Vous voulez passer du bon temps dans un décor magnifique? Le club de golf Montmagny. Pour information, 418-248-1872 ou golfmontmagny.org. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Ristourne, 3 250 000 $. 418-248-7940. Oui, c'est pour une livraison, s'il vous plaît. C'est pour une small fromage. Oui. Hey, non. C'est pas, excuse-moi, c'est plus une médium que je voulais. Une médium fromage. Oui. Hey, tu vas me trouver fatigant, mais je pense que je vais y aller pour une large, une extra large. Plus une extra large. Gars, on y va, extra large fromage. Ouais, puis je rajouterai 2 extra bacon.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. On reçoit de la grande visite chez nous aujourd'hui, M. Andrew Scheer, qui est chef du Parti conservateur du Canada. M. Scheer, bonjour. Merci beaucoup, bonjour. Bienvenue chez nous. C'est un grand plaisir d'être ici. Bon, cette entrevue est enregistrée parce que vous étiez jeudi à Montmagny pour un dîner avec la Chambre de commerce de Montmagny. C'est ça. C'est pas votre première visite à Montmagny. Vous êtes venu l'été... c'est vrai, oui, pour Saint-Jean-Baptiste. Oui. Juste, OK, absolument, oui. Alors, est-ce que vous allez devenir un habitué de notre ville? Je vais louer un appartement, peut-être. Non, nous avons un très bon député ici, Bernard Généreux. Il travaille très, très fort et je suis ici aujourd'hui pour rencontrer quelques-uns des gens de commerce, les gens de ville, pour discuter les enjeux juste avant la fin de la session parlementaire. Bon, ça se termine le 20 juin? Oui, à 20-21, Oui. Et après ça, mais vous êtes déjà, même si officiellement la campagne n'est pas lancée, vous êtes déjà pas mal... oui. C'est pas mal enclenché. Ça, c'est une des conséquences d'avoir les dates fixes pour les élections. Quand tout le monde sait qu'on va avoir une élection au mois d'octobre, tous les mois juste avant sont occupés de la campagne. On a quelques affaires de régler à Ottawa dans la Chambre de commerce et après ça, je vais faire le tour de tout le pays. Puisque vous parlez de date fixe, est-ce que vous préférez que ce soit à date fixe ou... c'est peut-être mieux de le savoir d'avance que... Il y a des choses en faveur et il y a quelque chose de négatif. Je pense que c'est bon pour tous les partis. Il y a une égalité pour tous les partis. Anciennement, quand le gouvernement a le pouvoir de lancer les élections n'importe quand, il a un avantage parce qu'il peut prendre les autres partis par surprise. Alors, j'aime le fait que tous les partis à la même jouent sur le même plancher. Mais une des conséquences d'avoir une date fixe en octobre, c'est que l'été est tout plein occupé avec la campagne et les choses comme ça. Alors, oui, je préfère les dates fixes, mais peut-être c'était mieux d'avoir les dates fixes dans le printemps au lieu de septembre ou octobre. M. Scheer, on a vu votre publicité nationale qui dit, et je cite, « Remettre de l'argent dans vos poches parce que les Québécois méritent mieux. Mm-hmm. » Pourquoi vous dites que les Québécois méritent mieux? Qu'est-ce que vous pensez que les Québécois méritent selon vous? Mm-hmm. Alors, le slogan « Les Québécois méritent mieux » parle de beaucoup de choses. Évidemment, avec cette publicité, c'est le fait qu'au Parti conservateur, nous savons que la vie quotidienne vient plus... le coût, toutes les choses coûtent plus cher. On veut rendre la vie plus abordable et on va trouver les façons de rendre plus d'argent dans les poches des Québécois. Avez-vous quelques exemples? Oui, absolument. On va éliminer le TPS sur les factures d'hydro. On va rendre les prestations, les congés pour les nouveaux parents. On va éliminer les impôts sur ça. On va annoncer plusieurs d'autres façons de rendre la vie plus abordable. Et le slogan « Les Québécois méritent mieux » aussi parle des autres choses où le gouvernement libéral a échoué. Avec l'éthique, avec les investissements pour l'infrastructure, avec toutes les choses qu'on veut, le gouvernement fédéral Justin Trudeau qui chicane avec le gouvernement provincial. Alors, c'est un slogan qui peut appliquer à beaucoup des autres enjeux, mais pour cette publicité, on parle de la coût de vie. Vous savez que remettre de l'argent dans les poches des contribuables, ça coûte cher. Vous savez qu'on accumule actuellement, avec le gouvernement actuel, des déficits.
Est-ce que vous allez régler ce problème-là en même temps? Ou... Oui. Parce que l'argent, il y en a de moins en moins. Oui, mais quand on laisse l'argent dans les poches des contribuables, ça c'est mieux pour l'économie que si le gouvernement accumule les taxes et dépense pour les gens. Et c'est clair, on va avoir beaucoup de travail pour régler les déficits de Justin Trudeau, mais on va avoir un plan pour la campagne où tout le monde peut voir notre approche pour équilibrer le budget. Notre cible, c'est pour environ 5 ans pour régler les déficits. Nous avons des déficits historiques, 30 milliards de dollars, 20 milliards de dollars. Alors, on va contrôler le taux d'augmentation des dépenses. Avec Justin Trudeau, il y a quelques départements où on a vu les augmentations de 8%, 9%. C'est pas normal d'avoir la vitesse de dépenses comme on a vu avec Justin Trudeau. On va avoir une approche responsable. Donc, ce que je comprends, c'est qu'en 5 ans, vous pourriez arriver au déficit zéro ou partir de l'autre côté. Ça veut dire exactement. Une ligne bleue. Exactement. Éliminer la ligne rouge. De toute façon, on va en entendre parler au cours de la campagne. Ça va faire partie de votre programme. Exactement. Vous allez sûrement parler du budget au cours de la campagne. Oui, absolument, parce que les contribuables savent que si le gouvernement accumule les déficits sans fin, il y a beaucoup de dépenses pour l'intérêt sur la dette. Et cet argent-là va aux les banques et les investisseurs. C'est pas pour les services ou pour les contribuables. Alors, c'est pas juste de laisser nos enfants une grande dette. On va régler cette situation pour baisser les dépenses sur l'intérêt et de ne pas donner une facture à nos enfants. Donc, ça fait partie de votre programme pour la prochaine élection. Exactement. On ne peut pas vous recevoir à Montmagny et pas vous parler du chantier La Davie, alors qu'on voit une foule de contrôles nous passer sous le nez. Vous voyez ça comment? Vous voyez d'abord le chantier Davie, pour vous, c'est quoi? Le chantier Davie, c'est une excellente opportunité pour 2 choses. C'est de créer des emplois et protéger les emplois dans la région ici, mais aussi d'assurer que notre force armée a les navires qu'ils ont besoin. Mais pourquoi on a si peu de contrats ici, M. Scheer? Mais c'est une décision libérale. Dans les derniers mois de l'ancien gouvernement conservateur, on a reconnu le fait que Davie peut livrer un navire, l'Astérix, avec une nouvelle façon, un nouveau modèle de construire un navire. On a donné le pouvoir à Mark Norman de couper les paperasseries pour obtenir une solution qui était bonne pour les contribuables, bonne pour les forces armées et bonne pour les travailleurs. Le chantier Davie a livré l'Astérix en temps, en budget. Et on a vu avec le scandale de l'ingérence du gouvernement Justin Trudeau avec le contrat et après ça, avec l'attaque sur Mark Norman, avec la poursuite criminelle, que les libéraux n'aiment pas cette situation, n'aiment pas cette contrat. Mais pour nous, c'est clair, l'Obélix, notre force armée, a besoin d'Obélix et le chantier Davie peut faire la même chose avec l'Obélix qu'il a fait avec l'Astérix. C'est simple pour nous. Est-ce qu'il y aurait possibilité qu'on traite ça également parmi tous les constructeurs oui, au Canada? Parce qu'il y a des attentes pour les autres navires dans les autres chantiers. Il y a une gap, il y a un espace et le chantier Davie peut offrir une solution pour ça. Et je ne sais pas, j'ai aucune idée pour la raison pour laquelle Justin Trudeau ne reconnaîtra pas cette fait. Projet de couloir énergétique. On ne peut pas passer à côté de ça parce que, ça fait partie, ou ça fera partie de votre programme. Il y a du pétrole, mais il faut passer par le Québec principalement. Ça fait partie de votre programme. Vous allez vendre ça comment, votre projet? Au Québec? Oui. Tous les oui, parce que dans les autres provinces, il y a Parce qu'on connaît la position de M. Legault. Oui. Alors, ça ne sera pas facile de passer au Québec. Non, mais tous les sondages disent que les Québécois préfèrent le pétrole
canadiens versus les pétroles de l'Arabie saoudite, des États-Unis. On a une situation avec la raffinerie à Nouveau-Brunswick où ils achètent beaucoup de pétrole d'Arabie saoudite. Et il y a beaucoup des emplois ici au Québec qui dépensent sur le secteur énergétique. Alors, avec le corridor, on a une opportunité pour le Québec de faire un partenariat avec les autres provinces, les autres secteurs. Je sais que M. Legault était tellement intéressé de vendre l'hydroélectricité dans les autres provinces, à les autres provinces. On va avoir des discussions pour assurer qu'il y a des bénéfices pour le Québec, il y a des bénéfices pour l'Ouest du Canada, pour l'Ontario. Il y a beaucoup de sens pour ce plan parce que on peut régler toutes les questions avec les standards environnementaux, les consultations avec les peuples autochtones à le début de le projet. Et ensuite, après qu'on peut trouver une corridor, une route qui répond aux les inquiétudes des gens dans quelques régions, on peut dire aux les compagnies, les investisseurs, OK, ici, il y a un espace, ici, il y a une route. C'est à vous maintenant d'investir et de construire quelque chose. Et avec l'hydroélectricité, il y a une vraie opportunité pour le gouvernement de Québec, les populations de Québec de bénéficier plus en plus de cette ressource renouvelable. Donc, votre stratégie, ce serait d'amener Hydro-Québec partout au Canada pour négocier, pour pouvoir passer au Québec? La stratégie est de faciliter, de donner un espace pour l'Hydro-Québec d'entrer dans cette partenaire pour avoir un bénéfice. Je pense que c'est win-win pour toutes les régions du Canada. Avez-vous rencontré M. Legault? Avez-vous parlé un peu? J'ai eu une réunion avec M. Legault il y a quelques mois et on a eu une discussion de la question d'une pipeline et il a soulevé l'idée de trouver une façon de livrer l'hydroélectricité. Alors, après quelques discussions avec mon équipe, avec les analystes, les experts, on a proposé cette idée. Et j'ai hâte d'avoir une autre discussion avec M. Legault pour dire, OK, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut commencer de trouver le terrain en commun et on va voir. Vous avez trouvé une corde sensible. M. Scheer, on va s'arrêter quelques instants et on revient tout de suite après la pause. Donc, on revient avec notre invité, le chef du Parti conservateur du Canada, M. Andrew Scheer. Alors, je reviens avec notre invité, le chef du Parti conservateur du Canada, M. Andrew Scheer. M. Scheer, le rapport d'impôt unique, quelle est votre position? On parle beaucoup actuellement d'un seul rapport d'impôt parce que nous autres, les Québécois, qui sommes pris à faire 2 rapports d'impôt. Quelle est votre position là-dessus? Je suis pour un seul rapport unique. Pour moi, c'est une question de simplifier la vie des gens. Notre position dans le Parti conservateur, c'est les gens avant le gouvernement. Et j'ai eu une discussion avec M. Legault sur cette question et je suis convaincu qu'on peut trouver une façon où on peut assurer que les gens de Québec vont avoir l'obligation d'un seul rapport unique et si le gouvernement de Québec veut gérer cet rapport, on va trouver une façon de le faire parce que pour moi, il n'y a aucun bon sens pour les contribuables de Québec d'avoir l'obligation de soumettre 2 rapports. M. Trudeau a parlé de perte d'emploi parce que, c'est 5 000 employés du côté fédéral là, qui s'occupent des rapports d'impôts. Vous voyez ça comment? Oui, alors 2 choses sur ce sujet. Premièrement, c'est faux, parce qu'on peut assurer que les gens qui travaillent maintenant sur l'aéroport fédéral, on peut assurer qu'il a le travail de cibler les gens qui utilisaient les paradis fiscaux. Alors, c'est OK, maintenant, vous ne payez pas le travail sur les rapports d'impôts, mais maintenant, on travaille sur les gens qui essaient d'éviter les impôts. Alors, on va garder les emplois. Deuxième chose, si ça, c'est le seul objectif d'avoir un rapport fédéral, pourquoi pas avoir 3 rapports? Peut-être pourquoi pas avoir un rapport mensuel pour les contribuables? Si l'objectif est d'avoir les emplois seulement pour au niveau fédéral, on peut avoir 12, 14, on peut avoir 1000 employés. Mais la première réponse, c'est
on va avoir aucune perte d'emploi parce qu'on va cibler les autres aspects de notre régie d'impôts pour assurer que les gens n'évitent pas utiliser les paradis fiscaux. Si vous êtes élu le 21 octobre, vous voyez ce rapport d'impôt unique là, dans combien de temps, selon vous? Parce que c'est quand même pas simple. Là. C'est quand même assez ardu comme tâche de réaliser ce projet-là. Mais on a une base pour répliquer parce que le Québec a déjà eu ce principe avec le TPS, le taxe harmonisée. Alors, on a une entente, un accord entre les deux niveaux de gouvernement qu'on peut utiliser comme une base. Pour moi, je pense que oui, c'est pas simple. Il y a toujours les choses entre les fonctionnaires qui doivent régler, mais absolument dans la première moitié de mon mandat, je suis sûr qu'on peut obtenir une solution. Et ça va faire partie de votre programme également? Oui, absolument. Il nous reste quelques secondes. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous parler de ce qui se passe actuellement avec SNC-Lavalin. Tout ce qui se passe à Ottawa actuellement par rapport à ça, on apprend aussi que SNC-Lavalin ira devant la Cour. Vous pensez quoi de tout ça, ce qui se passe actuellement avec SNC? Mais dès le début, on a eu le même principe dans notre parti. C'est pas à les politiciens de décider les aspects de la Cour d'une poursuite criminelle. Le gouvernement a donné aux procureurs inutiles si SNC-Lavalin mérite un accord, une entente spéciale de la Cour, il a le droit de soumettre une application. Il a soumis une application. Le procureur indépendant a décidé qu'il ne mérite pas. Et après ça, Justin Trudeau a commencé de mettre la pression sur le procureur général. Ça, c'est inacceptable. On peut trouver les autres façons de protéger les emplois. Mais on ne peut jamais avoir une situation où un élu, ou un ministre, ou un premier ministre met la pression sur un procureur, sur n'importe quoi aspect de notre système de justice. Parce que notre système de justice doit être tellement indépendant, absolument indépendant de notre système politique. Ça, c'est clair pour nous, ça, c'est notre position. Et c'est clair que Justin Trudeau a quelque chose à cacher, parce que chaque fois qu'on a essayé d'avoir une enquête, il a utilisé son majorité de bloquer. Alors, pour nous, il cache quelque chose. On a déjà entendu de Mme Wilson-Raybould l'évidence de la pression, de l'ingérence. Ça, c'est inacceptable et les Canadiens doivent prendre cette situation. C'est très, très sérieux. Mme Raybould et Mme Philippotte qui ont décidé d'être indépendantes, votre position là-dessus? Déçu de ne pas les avoir repêchés? Non, mais pour moi, c'est tellement une mauvaise chose qu'il doit se présenter comme les indépendants parce qu'il était démissionné, il a été éjecté de le caucus libéral seulement pour parler la vérité. Il a été puni pour parler la vérité et Justin Trudeau était toujours au pouvoir. C'est clair qu'au Parti libéral, si vous travaillez sur si vous essayez de cacher la vérité, vous êtes d'accord, mais si vous parlez la vérité, vous êtes puni. Et ça, c'est très, très dommage pour le Parti libéral, mais c'est pas une bonne chose pour notre démocratie. M. Scheer, vous avez un horaire très serré, alors on est content de vous avoir reçu chez nous. Merci beaucoup. On va vous souhaiter une bonne campagne. On se reverra peut-être pas d'ici le 21 octobre, mais on espère vous recevoir dans nos studios en pleine campagne. Excellent. Vous serez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà, M. Andrew Scheer, qui est chef du Parti conservateur du Canada. On s'arrête, on revient après la pause. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Turn all the lights down now. Feeling this? Yeah.
Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, des gâteaux personnalisés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, des charcuteries et des fromages, des poissons frais à tous les jours, des produits locaux, sans oublier le comptoir Yuzu Sushi Express et les nouvelles caisses libre-service. Un large inventaire de bières de microbrasserie, une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. Venez vivre la différence. Achetez local à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. PMT Roy Assurance et Services financiers depuis 1927. Bonjour, je peux vous aider? Ouais. Je suis comme pas sûr de mon choix. Vous pourriez y aller avec l'aide alimentaire? Populaire ces temps-ci. Ou la solitude chez les aînés? C'est tout aussi tendance. Sinon, il y a la santé mentale, qui reste un classique. Mais c'est dur à porter. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide aide 215 organismes. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Prochainement, dans notre région, à l'église Saint-Mathieu, plus particulièrement, mercredi le 28 février à 19h30, il y aura une conférence avec Monseigneur le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec et primat du Canada. Nous avons le plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour, Monseigneur Cyprien Lacroix. Bonjour, M. Montminy. Comment allez-vous? Ça va bien et surtout très heureux d'avoir la chance d'être invité dans votre belle région. Écoutez, on est heureux de vous recevoir parce que il semble qu'on soit choyé de vous recevoir. Il me semble que moi, ce que j'ai entendu dire, là, c'est que ce serait difficile de vous avoir comme conférencier parce que vous êtes très occupé. Je pense bien que tous les pasteurs, par les temps qui courent, qu'on soit curé de paroisse ou évêque ou archevêque ou cardinal, on est occupé à temps plein. La mission est très exigeante et remplit le meilleur de nos énergies, de notre temps, et c'est heureux qu'il en soit ainsi. Écoutez, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est quoi exactement les fonctions de cardinal, d'archevêque du Québec? C'est quoi exactement les fonctions, M. Lacroix? Archevêque de Québec, ma responsabilité, c'est de prendre soin d'une portion du peuple de Dieu, qui est celle de l'archidiocèse de Québec, qui est quand même une communauté qui compte plus d'1 92 000 catholiques, répartis en 200 petites communautés locales sur un grand territoire, sur la rive nord et la rive sud du Saint-Laurent. Et vous avez un évêque qui a aussi une portion du peuple de Dieu, un peu plus petit, mais qui doit s'occuper aussi de veiller à ce que l'Évangile soit annoncé, célébré, la croissance de la foi, l'accompagnement des communautés. C'est un travail passionnant. Et comme cardinal, il y a deux fonctions. Le cardinal a deux responsabilités. La première, qui est celle d'élire un pape si jamais on a besoin d'en élire un. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Et actuellement, j'espère que celui qu'on a va durer longtemps parce qu'on est très content avec le pape François. Alors ça, c'est une responsabilité qu'on a. Jusqu'à l'âge de 80 ans, un cardinal est éligible pour voter pour choisir un nouveau pape. On est à peu près 120 dans le monde à avoir cette responsabilité-là. Mais l'autre volet de la vie d'un cardinal, c'est d'être conseiller du pape et de le soutenir dans sa mission. Alors, le pape va nous nommer, par exemple, sur différents dossiers, différents comités dans la vie internationale de l'Église. Moi, je travaille, quand je vais à Rome, parfois, pour les questions de liturgie, des sacrements, la célébration de la foi. Je travaille aussi au niveau du Conseil pontifical de la culture, du dialogue interreligieux et aussi toutes les questions de vie consacrée. Alors ça, c'est les 4 gros dossiers que le pape m'a confié pour collaborer avec lui et d'autres personnes qui travaillent là-dedans. Et encore, le pape peut nous donner des missions spécifiques parfois, ici ou là dans le monde, selon les besoins. Alors, vous comprenez que c'est un travail passionnant, mais très exigeant. On parle justement du message du pape ou la lettre du pape, la loi de l'Évangile. Est-ce que c'est ce message que vous viendrez partager avec les gens, les fidèles de notre paroisse? À vrai dire, ça fait 30 ans cette année que je suis prêtre. Ça va faire 9 ans que je suis évêque. Et
tout au long de ma vie, comme ministre ordonné de l'Église, je n'ai fait que prêcher la joie de l'Évangile. Le pape François a écrit ce document la première année qui a été élu pape il y a déjà 5 ans cette année. Et c'est un trésor, une mine d'or qui nous redit combien l'Évangile est encore une bonne nouvelle pour aider les gens à vivre. C'est la joie que Dieu veut nous donner. Et je vais partager, évidemment, à partir de cela, à partir de la parole de Dieu, qui est la bonne nouvelle par excellence, qui nous parle aujourd'hui, qui nous donne des pistes absolument extraordinaires pour vivre dans l'espérance, dans la joie, pour être solidaire, pour dépasser les difficultés, répondre aux défis qui sont devant nous. Et aussi, l'Évangile nous met en lien avec Dieu. La religion chrétienne, la foi chrétienne, c'est une foi de relation. On ne fait pas juste croire à des dogmes et puis à des notions et de la philosophie, une idéologie. On est en relation avec un Dieu qui s'est révélé. Alors, on va parler de tout ça. C'est ma vie parler de ça et de partager cette bonne nouvelle. Monseigneur Lacroix, on sait, écoutez, la réalité est là, il y a une baisse de la pratique religieuse. Est-ce que vous pensez ou que vous souhaitez que votre message donne un essor à cette pratique, qu'il y ait une augmentation dans nos paroisses? Moi, je suis toujours confiant, M. Montmigny, que la parole de Dieu qui est proclamée, qui est accueillie dans un cœur qui souvent est en recherche, en quête de sens, qui cherche de l'espérance, elle est toujours une semence qui produit du fruit. Et le premier fruit, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est de restaurer ce lien avec Dieu pour découvrir qu'on est ses enfants. Notre Dieu est un Père. Jésus nous l'a révélé et c'est très, très intéressant de développer ça. Le premier fruit de la prédication de la parole de Dieu, c'est de nous aider à découvrir combien nous sommes aimés de Dieu et qu'il veut qu'on soit heureux. Alors, une fois que cela est fait et que s'établit une amitié, une alliance avec Dieu, c'est sûr qu'on cherche à le vivre avec d'autres. Et c'est là où on commence à vouloir se rassembler avec d'autres baptisés comme nous, d'autres chrétiens et chrétiennes. Et c'est là que la vie en petits groupes, la vie en communauté paroissiale, en mouvement est fort intéressante. Alors, c'est sûr que moi, je suis convaincu que la proclamation de la parole de Dieu, où que ce soit et de quelle façon que ce soit, produit toujours des fruits. Alors moi, j'ai bien espérance que j'irai pas nuire dans votre diocèse, sûrement, parce que la parole de Dieu est source de vie. Écoutez, vous êtes venu célébrer les funérailles de Monseigneur Clément Fecteau, qui a été un grand évêque de notre région. Et vous reviendrez le 11 mars prochain pour l'ordination épiscopale du nouvel évêque de Sainte-Anne, Monseigneur Pierre Goudreau. Oui, je pense que c'est le 10, hein? C'est le 10, bon, on m'avait donné le 11. Oui, dites-moi, êtes-vous en train de prendre goût à venir dans notre région? Je m'en plains pas du tout, oui. Et puis, évidemment, je préfère participer à des ordinations qu'à des funérailles, mais en fait, la vie est faite de tout cela, hein? Et c'est comme un clin d'œil, je pense, qu'après le ministère si fructueux de Monseigneur Clément Fecteau pendant de nombreuses années, il était retraité aussi depuis déjà plusieurs années, mais j'ai vu lors des funérailles que Monseigneur Yvon-Joseph Moreau a présidé, combien c'est un homme qui était apprécié, qui a laissé sa marque et qui a fait vraiment... Il a passé en faisant le bien, comme on disait de Jésus dans votre diocèse de Sainte-Anne-la-Pocatière. Et je suis très heureux d'avoir été invité par votre nouvel évêque, Monseigneur Pierre Goudreau, à aller l'ordonner et de rencontrer la communauté pour un événement absolument capital. Accueillir un nouveau pasteur, c'est un don de Dieu, c'est un don de l'Église, et c'est le pape qui le choisit, mais c'est Dieu qui fidèlement continue à soutenir son peuple en marche. Et connaissant un peu Monseigneur Goudreau, je pense que vous allez être bien servi. Un jeune d'abord, il n'a que 54 ans, un homme dynamique, qui a une belle réflexion, qui travaille en équipe et qui va certainement vous aider à poursuivre la route ensemble. Bon, c'était ma prochaine question, à savoir, vous connaissez le nouvel évêque Pierre Goudreau? Oui, je
peux pas dire que je le connais beaucoup, mais oui, on a croisé le fer à quelques reprises. Je suis allé une année prêcher la retraite aux prêtres de son diocèse et du diocèse d'Amos qui s'étaient réunis ensemble. Je l'avais rencontré à ce moment-là et nous nous sommes rencontrés à quelques reprises depuis qu'il a été nommé évêque pour commencer à préparer la célébration et tout ça. Et plus je le rencontre, plus je découvre que c'est un homme de grande qualité, un très beau cadeau pour votre Église et notre Église parce que il va bien sûr servir prioritairement l'Église et la communauté diocésaine de Sainte-Anne-la-Pocatière, mais il va être aussi un évêque qui va nous aider à tous les évêques du Québec et les évêques du Canada à continuer de réfléchir et de discerner quelles sont les choses les plus importantes que nous avons à mettre en place pour notre avenir. Permettez-moi de vous poser la question, comme vous êtes quand même très près du pape, récemment on entendait que la santé de Benoît XVI serait très fragile. Il se disait même en fin de vie. Est-ce que vous avez de l'information concernant Benoît XVI? Ben, le pape Benoît, vous savez, c'est un homme très âgé. Lorsqu'il a renoncé à son ministère comme premier pasteur de l'Église catholique, il y a déjà 5 ans, il était déjà fragile et c'est une des raisons qui l'a amené à prendre cette décision-là pour laisser de la place à quelqu'un qui avait plus d'énergie que lui et que l'Église avait besoin. Alors, il était déjà fragile. Moi, je l'ai vu il n'y a pas très, très longtemps et bon, c'est sûr qu'on le voit vieillir normalement, comme toute personne qui atteint 90 ans. Écoutez, c'est plus de la jeunesse, hein? Mais le pape Benoît XVI a toutes ses capacités intellectuelles encore et il avance sereinement. Il le sait qu'un jour, ça va être la fin, mais je le vois avancer sereinement. Et il a écrit, je pense récemment, une lettre à un journal d'Italie pour dire cela. Je me prépare tranquillement pour la grande rencontre. Je me dirige vers la maison du Père. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en fin de vie pour autant, mais il est fragile, c'est sûr. Écoutez, vous serez chez nous mercredi le 28 février, c'est à 19h30, c'est à l'église de Saint-Mathieu. Je vous donne quelques secondes pour inviter vous-même les gens qui nous regardent. Ben écoutez, j'ai très hâte de rencontrer la population de notre diocèse voisin. Autrefois, les communautés de Sainte-Anne-la-Pocatière faisaient partie du grand diocèse de Québec. Et en 1951, on a multiplié les diocèses au Québec et Sainte-Anne est devenue un diocèse avec son propre évêque et c'est heureux qu'il en soit ainsi pour avoir un pasteur plus proche. Et je suis très heureux d'aller partager la joie de l'Évangile avec vous et de regarder comment, avec la réalité dans laquelle on vit, le peuple québécois est à un moment de son histoire où il a des choix à faire. Et je pense que l'Évangile mérite d'être considéré ou reconsidéré. De rencontrer le Christ ou de renouveler notre rencontre avec lui, je pense, peut nous faire un grand bien. Venez vivre une soirée où l'Évangile sera à l'honneur et où on aura le temps de se rencontrer, de partager ensemble. C'est le carême, on est dans le temps du carême à ce moment-là. Il me semble que c'est un bon investissement que se donner une soirée pour réfléchir un peu plus à la foi qui nous habite. Je vous attends avec grand plaisir. Cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, primat du Canada, merci de nous avoir accordé cette entrevue et au plaisir de vous retrouver le mercredi 28 février prochain à Montmagny. Merci, M. Montmagny. Au plaisir de vous rencontrer aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Le Havre des femmes offre des services avec ou sans hébergement pour toutes les femmes. Peu importe votre âge, origine, profession, identité de genre, orientation sexuelle ou statut migratoire. Appelle-nous ou écris-nous. Tu nous dérangeras jamais. 418-247-7622. Turn all the lights down now. Feeling this? Yeah.
Oui, c'est pour une livraison, s'il vous plaît. C'est pour une small fromage. Oui. Hey, non. C'est pas... Excuse-moi, c'est plus une médium que je voulais. Une médium fromage. Ouais. Hey, tu vas me trouver fatigant, mais je pense que je vais y aller pour une large, une extra large. Plus une extra large. Gars, on y va, extra large fromage. Ouais, puis je rajouterai 2 extra bacon. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès. Le 2 juillet 2022 est décédée à Lévis, à l'âge de 93 ans et 3 mois, Mme Marielle Allaire Ruel, épouse de feu M. Léopold Ruel. Elle était la fille de feu M. Jean-Baptiste Allaire et de feu Dame Maria Gagnon. Native de Saint-François de la Rivière-du-Sud, elle a demeuré à Saint-Vallier-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances à l'église de Saint-Vallier de Bellechasse, 369 rue de l'Église, vendredi 5 août de 19h à 21h et samedi jour des funérailles à compter de midi. Le service religieux sera célébré le samedi 6 août à 14h en l'église de Saint-Vallier de Bellechasse. Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille transmet sa gratitude au personnel de la résidence Les Marronniers de Lévis ainsi qu'au personnel des soins de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Société canadienne de la sclérose en plaques. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 116 avenue Sainte-Julie, Montmagny. À son domicile, le 1er juillet 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Louis-Jacques Dumas, époux de Mme Renée Aubé. Il était le fils de feu M. Ovide Dumas et de feu Dame Berthe Couillard. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille accueillera parents et amis à la salle commémorative du complexe funéraire Laurent-Normand, 114 avenue Sainte-Julie, Montmagny, vendredi, le 5 août, de 19h à 21h, et samedi, jour des funérailles à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le samedi 6 août à 11h en l'église Saint-François de la Rivière-du-Sud, et de là au crématorium. Ces cendres seront déposées ultérieurement au columbarium Laurent-Normand. La famille désire remercier tout le personnel de l'hôpital de Montmagny et de Lévis qui ont soigné notre père et un remerciement spécial est aussi fait à ces 2 conducteurs du Centre d'action bénévole pour transports médicaux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Maison d'Hélène. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634.